Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler, dans cette présentation, comment est-ce que le satellite Oscar 100 est en train de changer complètement la donne en termes de trafic satellite dans le domaine amateur. Et l'objet de cette présentation, c'est de vous donner, je dirais, les premières informations un peu génériques autour du satellite Oscar 100. Et la partie qu'on va voir plus particulièrement, c'est la partie liée donc à la réception sur le transpondeur étroit du satellite Oscar 100. En préalable, je vais vous montrer quelques gros mots qu'on va utiliser, qu'on va aborder et qu'on va aborder aujourd'hui. On va parler d'hyperfréquence, forcément on va parler de satellite, on va parler des fréquences en 2 giga 4, du 10 giga, l'utilisation de paraboles, qu'est-ce que l'angle de skew, TTLNB, puis après des choses un peu plus classiques, le SDR et le BIASTI. Je suis radioamateur depuis à peu près 25 ans et si on m'avait dit qu'un jour je parlerais ou je pourrais trafiquer en 2 giga 4, en 10 giga et sur de l'hyperfréquence, je l'aurais pas vraiment cru. En fait, c'est un domaine, je pense pour beaucoup d'entre nous, qui m'a toujours assez impressionné. Je pensais que les hyper n'étaient pas un domaine pour moi en termes de connaissances techniques nécessaires. Et c'est précisément ce qui est en train de changer complètement le satellite Oscar 100. Il est en train de démocratiser précisément l'utilisation de ces fréquences qu'on n'avait pas forcément l'habitude. Donc on va voir, malgré ce qui peut apparaître comme un gros mot pour certains, eh bien, on va voir que le 2 giga 4 et le 10 giga finalement aujourd'hui est devenu facilement accessible et presque aussi facilement utilisable que ce qu'on a l'habitude d'utiliser en trafic 144 432 en termes de mode SSB. Autre préalable, et très intéressant, et pour le moins avec Oscar 100, pour ceux d'entre vous qui ont eu l'occasion de faire du trafic satellite par le passé, et même encore actuellement, jusqu'à présent, tous nos satellites radioamateurs, on devait mettre en place un système de tracking, donc pouvoir avoir un système de poursuite automatique du trafic, enfin du satellite défilant. Donc ça demandait effectivement pas mal de connaissances, pas mal d'équipements, l'utilisation de différents outils informatiques. Et puis au-delà de la problématique du tracking qui pouvait en rebuter certains, on avait aussi et on a la problématique du Doppler et donc la nécessité de pouvoir corriger la dérive en fréquence compte tenu de la distance parcourue par les signaux. Ce qui est très intéressant avec Oscar 100 aujourd'hui, c'est que typiquement, on n'a pas besoin de réaliser de tracking. Oscar 100 est un satellite géostationnaire et c'est le premier satellite radioamateur géostationnaire. Ça veut dire qu'une fois qu'on aura fait le réglage de la parabole, eh bien, le réglage il est fait une fois pour toutes et on est capable de pouvoir trafiquer aisément. De la même manière, on n'a pas d'effet Doppler, on n'a pas besoin de corriger la fréquence descendante du satellite en tant que tel. Je l'ai mis entre parenthèses parce que, on va le voir, la réception sur une tête LNB peut amener une certaine dérive en fréquence qu'il va falloir corriger, mais c'est pas le satellite et c'est pas la nature du trafic satellite qui implique l'effet Doppler nécessaire de correction de fréquence, mais c'est plus la fiabilité et la stabilité des têtes de réception satellite LNB qu'on peut utiliser. Donc c'est pas en cause, je dirais, directement avec le satellite, mais plus finalement au niveau de la station au sol avec la tête LNB qu'on peut utiliser. Donc, pour trafiquer sur Oscar 100, si le tracking vous faisait peur ou la correction de l'effet Doppler pouvait représenter une contrainte, eh bien avec Oscar 100, on n'a pas du tout ce type de contrainte. Donc, pourquoi on appelle Oscar 100 Oscar 100? Parce que c'est le centième satellite radioamateur qui a été lancé. Il est donc lancé par une société privée, hein, c'est important de le rappeler, c'est-à-dire que c'est pas... Nous, on parle d'Oscar 100 comme un satellite radioamateur. Au départ, n'oublions pas que Oscar 100 est un satellite commercial exploité par une société privée et pour diffuser des signaux de télévision, des chaînes arabes et pour desservir au départ principalement, je dirais, la zone Afrique.
Le satellite a été lancé au mois de novembre 2019 et il a été mis en activité officiellement le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, une date facile à mémoriser. Et donc c'est depuis le 14 février qu'il y a un engouement très important du trafic sur Oscarson depuis qu'il a été ouvert. Où est-ce qu'il se situe? Comme tous les satellites géostationnaires, il se trouve à grosso modo entre 36 000 et 37 000 km au-dessus de notre tête. Ça veut dire que quand on fait une émission radioamateur sur Oscarson, on a un signal qui va parcourir 72 à 73 000 km, ce qui est quand même assez impressionnant. Il est situé 25,8 degrés est. On va revenir sur cet aspect dans un instant au niveau du tracking, pas du tracking, pardon, au niveau du pointage de l'antenne parabole. Et comme je vous l'indiquais, donc Oscarson, parce que c'est le 100e satellite radioamateur. Une question qu'on nous pose régulièrement, combien d'utilisateurs en simultané on peut espérer avoir sur Oscarson? Il a été dimensionné sur la partie, notamment sur la partie SSB, pour accueillir 100 utilisateurs en simultané, ce qui veut dire 50 QSO, si on compte un QSO réalisé par deux radioamateurs. Donc on a une bande passante sur la partie étroite qui est relativement limitée, et c'est une donnée à prendre en compte par rapport au mode de modulation qu'on peut utiliser, et on va y revenir juste après. Sur Oscarson, les modes étroits sont à privilégier, sont même les seuls à utiliser pour pouvoir préserver le plus de bandes passantes possible pour avoir un maximum d'utilisateurs. Ce satellite, il n'a pas une durée de vie ad vitam aeternam. Elle est finalement entre 15 et 20 ans. On a encore un petit peu de temps devant nous pour en profiter. Et puis voilà, on ne sait pas ce qui arrivera d'ici là. Peut-être que d'autres satellites géostationnaires seront lancés. Et Oscarson a été le premier à ouvrir la piste. Qu'est-ce qu'on peut écouter comme trafic sur Oscarson? Il y a deux transpondeurs qui ont été mis en place. Le premier, celui dont on va parler plus particulièrement dans cette présentation, c'est le transpondeur en bande étroite. Donc vous voyez qu'il a une bande passante plutôt limitée, 250 kHz, et vous avez donc la fréquence d'émission, donc on émet en 2 giga 4 et on reçoit le satellite sur des fréquences de 10 gigas. En termes de trafic, finalement on va retrouver tous les modes de trafic qu'on a l'habitude d'entendre en bande décamétrique, trafic C double. On va retrouver bien entendu donc le trafic en mode en SSB et en mode USB, et on va retrouver absolument tous les trafics, tous les modes numériques et les digimodes à partir du moment où ils sont bien des modes de transmission en bande étroite. Donc il y a eu des essais qui ont été réalisés donc en FreeDV, et puis on retrouve là aussi tous les modes traditionnels, SSTV, FT8, RTTY et tous les modes, tous les digimodes. Le trafic qui est complètement interdit sur Oscarson, c'est le trafic en FM. La raison, c'est du fait de la bande passante étroite qu'on a sur le satellite. Si le mode FM avait été autorisé, on aurait très très peu d'espace et très peu de QSO qu'on aurait pu faire en simultané. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que un mode de transmission large consomme plus d'énergie et donc affecte l'autonomie du satellite. Et c'est principalement cette raison qui fait que le trafic en FM est interdit. Alors malheureusement, ça n'a pas empêché certains pirates de s'amuser, si on peut appeler ça un amusement, avec un risque important qui est la fermeture et la coupure du satellite que nous on appelle Oscarson, et le satellite SLSat-2 qui reste un satellite commercial avec une exploitation commerciale. Il faut donc qu'on reste bien vigilant sur
l'utilisation qu'on peut en faire. Donc ça, c'est le premier transpondeur. Et le deuxième transpondeur, donc cette fois en mode large, on a une bande passante plus importante de 8 mégas pour pouvoir faire de la DATV. Donc sur le deuxième transpondeur, le seul trafic numérique, c'est le trafic en télévision numérique amateur et avec le mode DVB S2. Et cette partie sur le transpondeur large sera abordée beaucoup plus en détail dans la présentation qui va suivre de Christian. Euh, Comment écouter très rapidement et très simplement le satellite? Comme vous le savez aujourd'hui, et c'était l'objet de la présentation précédente, on a des récepteurs WebSDR qui sont présents un peu partout. Et il doit y avoir aujourd'hui une dizaine ou une quinzaine de WebSDR qui sont disponibles et qui permettent d'écouter sans avoir aucune installation à réaliser, hein. Il suffit juste d'avoir un ordinateur et puis de se mettre sur le web SDR pour pouvoir avoir une idée du trafic qui se déroule sur le satellite. Alors vous trouverez hein, sur le lien différents web SDR. Il y a des web SDR qu'on peut accéder sur téléphone mobile et puis en fonction de différentes localisations. Il n'y en a pas vraiment qui sont mieux que les autres. Tout le monde reçoit à peu près, enfin tout le monde reçoit de la même manière. La puissance du signal Oscar 100 étant très forte au départ à l'émission sur le satellite. Quelle est la couverture? C'est un autre gros point fort du satellite. Il couvre aujourd'hui grosso modo un tiers du globe, donc il est centré hein, sur l'Afrique puisque c'est sa mission initiale en termes de couverture. Et comme vous voyez, on va du Brésil, même de la Guyane, jusqu'à la Thaïlande et puis de la Norvège jusqu'à l'Afrique du Sud. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on dispose finalement, enfin c'est comme si on disposait d'un relais, comme on a l'habitude de nos relais terrestres, sauf qu'aujourd'hui on dispose d'un relais qui permet de couvrir un tiers du globe, ce qui va offrir sans nul doute des développements et des perspectives très intéressantes. Je pense notamment à, à la communication d'urgence. Ça fait des dizaines d'années, si ce n'est plus, que on rêve d'avoir une couverture de relais qui couvre l'ensemble de la France ou qui couvre des zones vraiment très importantes. Jusqu'à présent, on a à peu près 1000, on doit avoir 1000 relais terrestres, pas forcément tous en activité, mais on a 1000 relais terrestres sur le territoire hexagonal. Ces 1000 relais n'arrivent pas à couvrir l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, pour ceux qui avaient ce projet et qui pouvait paraître utopique à l'époque d'avoir une couverture radio de l'ensemble du territoire avec un dispositif amateur, eh bien aujourd'hui, depuis 2019, ça y est. Oscar 100 est aussi facile à utiliser qu'un relais terrestre. C'est la seule chose qui change finalement, c'est la fréquence d'émission et de réception, mais le matériel a fait aussi des évolutions extrêmement importantes. Donc ça fait partie de certaines discussions qui ont lieu avec l'AMSAT pour pouvoir exploiter le satellite Oscar 100 dans le cadre de systèmes de communication d'urgence quand on est sur des zones. Alors bien sûr, il faut être dans la zone couverte par le satellite, mais quand on est sur des zones qui ont été par exemple ravagées par des cyclones, des ouragans, que toutes les installations radio se sont cassées la figure, qu'il n'y a plus de GSM, qu'il n'y a plus rien comme des situations qu'on a pu connaître alors dans les Antilles françaises. Bon, malheureusement, le satellite ne couvre pas cette partie, mais il couvre la Réunion, qui est un territoire également sujet, malheureusement, comme beaucoup d'autres, à des événements météorologiques importants qui peuvent amener à solliciter l'aide des radioamateurs pour remettre en place des communications. Donc il y a des projets qui se développent pour mettre en place des stations Oscar 100 très petites, extrêmement réduites, faciles à déployer avec des petites antennes paraboles ou des antennes hélicoïdales. Le but n'est pas d'avoir là pour le coup la plus grosse parabole, le plus gros gain, la plus grosse puissance et le signal le plus fort. Le but c'est pouvoir retransmettre une communication d'urgence. On peut tout à fait imaginer envoyer des informations en termes de télémétrie, de faire des QSP, enfin bref, imaginez
on a un relais aujourd'hui qui couvre un tiers du globe. Donc je pense qu'on a encore beaucoup de choses à imaginer et à développer par rapport à l'usage qu'on peut en faire, au-delà de notre usage passion et de notre usage loisir qui consiste à faire des QSO avec nos copains. Quel matériel est-il nécessaire pour recevoir le satellite Oscar 100? Là aussi c'est très intéressant parce que finalement l'investissement matériel est très très faible pour la réception. Vous avez besoin d'une antenne parabole, donc ça c'est relativement facile à récupérer aujourd'hui, pas forcément besoin d'aller l'acheter dans un magasin, des paraboles il y en a de tous les côtés, et surtout c'est qu'en fait vous pouvez tout à fait utiliser une parabole classique d'une taille de 60 cm avec un encombrement somme toute assez réduit. On recommande voilà, une taille de parabole entre 60 et 80 cm, sachant que on a réalisé des tests, enfin de nombreux radioamateurs ont réalisé des tests comme ça. Réception du satellite en tenant la tête LNB dans la main et en la pointant vers le satellite, quoi. C'est-à-dire que ce satellite a un signal tellement fort. Bien sûr, il faut utiliser une parabole, c'est la base, hein, mais vous pouvez tout à fait faire le test vous-même en tenant la tête LNB et en pointant directement vers le satellite, et vous allez recevoir un signal, ce qui est quand même assez extraordinaire. Donc on récupère une parabole, ou on en achète une à pas cher. Le pointage, on va y revenir juste après. Donc vous avez besoin d'une tête de réception. Donc c'est ce qu'on appelle une tête LNB. En réalité, une tête LNB, c'est ni plus ni moins qu'un down converter. En fait, une tête LNB, son rôle, c'est de recevoir le signal 10 gigas et de le transformer sur une fréquence qu'on va pouvoir faire transiter dans des câbles coaxiaux et qu'on va pouvoir entendre sur des récepteurs, sur des fréquences classiques, typiquement 739 et 740 mégas. Et on le comprend. Si on avait une réception en 10 gigas et qu'on avait 5 mètres ou 10 mètres de câble, vous imaginez 10 gigas à la fin de ce qui reste dans le coax, il ne resterait pas grand-chose. Donc une tête LNB est ni plus ni moins qu'un down converter. Ce qu'on fait, on alimente la tête LNB par le biais d'un biasti, on va y revenir après, il y a plusieurs solutions, et on l'alimente là en l'occurrence entre 12 et 14 volts. On utilise une clé RTL SDR et puis on fait la réception sur 739 mégas. Là j'ai mis une clé RTL SDR, mais si vous avez un récepteur qui couvre un scanner qui couvre ces fréquences-là, vous pouvez tout à fait réutiliser votre scanner. Donc là vous voyez, enfin, on est sur un investissement matériel qui est extrêmement réduit, quoi. Une tête LNB c'est entre 7 et 9 euros. Le biasti vous pouvez le faire vous-même. L'alimentation, vous l'avez. L'antenne parabole, c'est tout à fait récupérable. Et après, soit vous avez un récepteur à la maison qui couvre le 739, le 740, ou bien sinon, une clé RTL SDR. Même les petites clés à partir de 15 euros pourront tout à fait faire le job. Comment est-ce qu'on alimente la tête LNB? Deux solutions. La première solution est la plus économique. Vous achetez en fait un coupleur satellite TNT. Vous savez, c'est tout simplement un coupleur qui permet de connecter deux antennes, l'antenne TNT, l'antenne satellite, et de la faire redescendre sur une seule descente de coaxial. Donc ça, c'est des éléments qu'on trouve absolument partout dans le commerce, hein. Donc on alimente entre 12 et 14 volts pour le transpondeur étroit, entre 15 et 18 volts pour le transpondeur en mode large. Donc on fait l'alimentation ici, on envoie le courant. À droite, on connecte la tête LNB pour l'alimenter, et la sortie TV, on détourne son usage pour en fait brancher le récepteur SDR ou le récepteur en 739 mégas. Deuxième possibilité, soit vous fabriquez vous-même un biasti, hein, ça reste un montage tout à fait abordable et relativement documenté, ou bien vous achetez un biasti dans le commerce. Le mode de fonctionnement est rigoureusement identique, vous aurez ni plus ni moins de performance, ça c'est juste un dispositif d'alimentation, c'est juste un dispositif qui envoie du courant, donc on n'a pas besoin de faire de grandes dépenses. Vous branchez le récepteur SDR, vous alimentez le biasti, hop, vous l'alimentez ici, vous branchez la tête LNB et en avant.
Une question qu'on nous pose souvent, mais c'est le principe même du fonctionnement d'un coupleur et d'un biastime. Bien entendu, quand vous envoyez, parce que c'est au départ, quand on nous dit qu'on va envoyer du courant dans un câble coaxial, ça nous paraît un peu bizarre, quoi. Bien entendu, ces dispositifs, en fait, permettent de faire, d'avoir, comment dire, une partie complètement étanche par rapport à l'alimentation, c'est-à-dire que là, typiquement, vous envoyez le 12 volts qui va alimenter la tête LNB, et bien entendu ici, le récepteur SDR ou votre récepteur classique est totalement protégé et il n'y a pas de retour du courant, hein, qui pourrait endommager le matériel. On a vu le matériel qu'il faut pour la partie réception. Une fois que vous êtes équipé de ce côté-là, la question qui va se poser, bah, c'est effectivement le pointage de l'antenne parabole. Et je le redis une nouvelle fois, le pointage, vous le faites une fois pour de bon, et une fois que c'est fait, c'est fait. On n'a plus besoin de revenir, on n'a pas de tracking ou de logiciel de tracking à mettre en place. Une des solutions, alors il y a plein de manières différentes de réaliser le pointage de l'antenne parabole. Une des solutions la plus rapide et la plus simple si vous avez un smartphone, vous téléchargez, enfin vous recherchez une application qui s'appelle SatFinder par exemple, et ensuite vous cherchez le nom du satellite. Alors bien sûr, dans les applications commerciales, vous n'allez pas trouver, sauf s'il y a eu des mises à jour récemment, mais vous n'allez pas trouver Oscar 100 ou Co100. Il faut utiliser soit son nom commercial, soit son nom, ses différents noms et codifications. Donc c'est pour ça que je vous ai mis, vous pouvez chercher voilà, SL2, ETEL725B, en codification NORAD le 43700 et vous allez retrouver le satellite. Une fois que vous avez votre smartphone, que vous avez trouvé SLSAT2 ou ETELSAT25B, ben, voilà, vous pointez votre smartphone vers la direction qui est indiquée. Une fois que vous avez la direction, ben, vous pointez la parabole dans la direction grossière qui a été indiquée par l'antenne, par l'application. Et ensuite, pour affiner le réglage, ce qu'on recommande, c'est tout simplement d'utiliser une clé RTL-SDR, donc idéalement un ordinateur, un PC portable, votre clé RTL-SDR, la parabole à côté, et puis vous affinez le réglage pour voir quand est-ce que le signal y monte, quand est-ce qu'il descend, et vous serez sûr d'avoir le pointage et la réception la plus forte possible par rapport à votre QTH. Deuxième possibilité, un peu plus, je dirais, traditionnelle, bah, vous allez récupérer les trois informations qui sont nécessaires pour faire le pointage. Vous avez besoin d'avoir l'azimut, où est-ce que se trouve le satellite, l'élévation, à quel niveau dans l'horizon. Et il y a un troisième réglage à faire qui s'appelle l'angle de Sioux, qui est l'inclinaison de la tête LNB. Donc l'inclinaison de la tête LNB, c'est sur le support, enfin sur le bras de déport de la tête LNB, eh bien vous devez tourner la tête LNB dans un sens ou dans un autre. Vous avez là aussi différents services en ligne qui vous permettent, donc vous entrez vos coordonnées longitude, latitude, et puis ces services-là vont vous donner les trois informations qui nous intéressent principalement, l'azimut, l'élévation, et ici ce qu'ils appellent le tilt et la polarisation, c'est-à-dire cette inclinaison et l'angle de skew qui est à régler. Là aussi, pour affiner, avec un récepteur SDR, c'est une des solutions aujourd'hui parmi les plus simples et les plus rapides. En début de présentation, je vous disais qu'il n'y a pas d'effet Doppler du satellite en tant que tel. Par contre, les têtes LNB qu'on utilise, elles sont plus ou moins stables. Alors, on recommande de choisir une tête LNB pilotée par PLL qui offre une bien meilleure stabilité. Mais malgré ça, pour les signaux que nous on utilise et qui sont des signaux tellement étroits que le moindre modification de température qu'il peut y avoir entre le jour et la nuit, l'évolution des conditions météo, s'il neige, s'il pleut, s'il fait grand beau, vous allez voir que les têtes LNB, toutes, même les plus haut de gamme, qui sont aujourd'hui, on a des têtes LNB qui sont extrêmement stables, hein, mais ça va pour la réception de signaux télévision parce que c'est des signaux qui sont extrêmement larges, comme on l'a vu tout à l'heure, par rapport à nos signaux SSB, mais quand on écoute une balise, enfin notamment la balise C double, bah à l'oreille vous entendrez qu'effectivement elle va devenir de plus en plus aiguë ou de plus en plus grave malgré que la tête LNB soit très stable. Avant que Oscar 100 soit développé, et
et propulsé dans les airs, on n'avait pas de solution d'un point de vue logiciel. Donc les premières recommandations étaient de modifier la tête LNB pour rajouter la stabilisation, rajouter un TCXO et le piloter avec un quartz de 25 mégas. Ça se fait encore aujourd'hui si vous voulez utiliser la réception d'Oscar 100 sur un récepteur traditionnel, un récepteur de radio traditionnel. Si vous souhaitez faire la réception avec une clé SDR, eh bien depuis le lancement d'Oscar 100, différents développeurs de ces logiciels SDR ont intégré un système de correction automatique réalisé d'un point de vue informatique. Le principe de fonctionnement est très simple. Donc là, on a un spectre classique de réception Oscar 100. Vous avez la balise basse qui est la balise C double, vous avez la balise haute qui est la balise en PBSK, et on a une nouvelle fonctionnalité donc, qui a été rajoutée depuis la version 3.07, mais qui a bien évolué aujourd'hui. Je ne sais plus à combien on est. Ouais, 3.18, donc il y a eu des évolutions extrêmement importantes. Donc, mais la première version était la 3.07, une fonctionnalité. Ici, on retrouve tout simplement le signal correspondant à la balise haute. Vous le configurez, vous dites voilà, ça correspond à la balise haute, et le logiciel va corriger en temps réel, automatiquement, la dérive en fréquence. Donc il y a plus la nécessité, si vous utilisez la réception SDR, de vous embêter à faire la modification des têtes LNB, ce qui était la recommandation initiale. Mais entre-temps, effectivement, il y a eu des vraies avancées au niveau logiciel. Sur SDR Console, qui est mon logiciel préféré ces derniers temps, par défaut, le logiciel n'affiche que les fréquences jusqu'à 9.9 GHz. Donc pour nous avoir et afficher la bonne fréquence comme on l'a vu précédemment, hop, je vais vous le remontrer ici. Vous voyez ici dans le logiciel SDR Console, la fréquence qui est affichée c'est 10.489. En réalité, bien entendu, le signal que vous recevez ici c'est du 739 mégas. Donc dans le logiciel SDR Console, on rajoute une configuration, on ajoute une petite configuration déjà pour lui demander d'ajouter bien, d'avoir deux digits sur les gigas, parce que sinon par défaut on est en 9.9, donc vous allez donc dans menu Spectrum et puis vous faites le réglage, et pour afficher la fréquence 1089 sur la base du signal en 739 mégas, là aussi dans le menu vous avez besoin en fait de rajouter ce que SDR Console appelle là un down converter, si on rajoute le down converter, on ajoute là le converteur, et on va rajouter directement la fréquence de l'oscillateur local. La fréquence de l'oscillateur local, c'est la fréquence de l'oscillateur local de la tête LNB. Et pourquoi 739 mégas? Tout simplement parce que le satellite, il émet, lui, par exemple, sur la fréquence 10 giga.489. On soustrait, on enlève la fréquence de l'oscillateur local, et puis on tombe sur la fréquence en 739 mégas qu'on va écouter. Quelles étaient les puissances et les recommandations? Parce que c'est intéressant de voir à quel point le satellite Oscar 100 surperforme par rapport à ce qu'on imaginait au départ. Donc ça, c'est les premières recommandations de l'AMSAT-DL qui nous disaient donc déjà d'avoir une parabole entre 60 et 90 cm. Nous, quand on voit ça en tant que radioamateur, on prend plutôt la limite haute. Si on nous dit entre 60 et 90, on se dit que c'est plutôt du 90 cm qu'il faut mettre pour avoir encore un meilleur signal, etc. En station d'émission, leur recommandation était une dizaine de watts, pareil sur une parabole entre 60 et 90 cm. Ça, c'était la théorie. Et dans les faits réels, en fait, on s'est rendu compte qu'une taille de parabole entre 40 et 60 cm est tout à fait acceptable pour faire la réception. Et là où c'est devenu encore plus intéressant, c'est que sur la partie émission, par rapport aux 10 watts qui étaient annoncés et demandés, donc 10 watts en 2 giga 4, ça demande quand même un certain niveau de développement, finalement, on se rend compte à l'utilisation qu'avec entre 1 et 5 watts, c'est largement suffisant pour pouvoir, avec une antenne de 60 cm, c'est largement suffisant pour pouvoir transmettre sur Oscar 100 et être reçu dans des conditions très très bonnes. Avant de revenir sur ça, je voulais juste revenir ici, parce que en réalité, d'ailleurs, on a malheureusement un exemple qui l'illustre un peu près. Vous vous rendrez compte quand vous
vous l'avez peut-être déjà constaté quand vous faites de l'écoute du satellite Oscar 100, le problème aujourd'hui, c'est pas d'avoir un signal trop faible sur Oscar 100. Le problème, c'est qu'on a des signaux qui sont trop élevés sur Oscar 100. Et la recommandation initiale, donc, qui nous interdit en fait de transmettre à moins donc de 5 kHz de la balise haute et à moins de 5 kHz de la balise basse, eh bien en fait on a des signaux qui dépassent le niveau des balises de manière très régulière. Donc il y a un système qui a été mis en place par l'équipe LAMSAT-DL qui s'appelle Leila, qui est un système d'alerte qui est piloté depuis le sol. C'est pas le satellite qui le gère en lui-même, c'est une station, c'est la station de base de l'AMSAT-DL qui le gère. S'il y a un signal trop fort, eh bien, il va y avoir une alarme sonore qui va être retransmise sur la fréquence où a été détecté le signal trop fort pour informer l'utilisateur, le radioamateur, de passer QRP, de descendre, soit d'arrêter ses transmissions ou soit de réduire son niveau de puissance. Il faut savoir donc que une nouvelle fois, le satellite SLSat 2, c'est un satellite commercial à la base, pas un satellite 100% radioamateur. Ça veut dire qu'il y a des enjeux économiques derrière et que à plusieurs reprises dans la salle de contrôle au Qatar, des alarmes ont également retenti de leur côté. Il y a nos alarmes à nous côté Leila, et ça c'est on s'auto-gère, on s'auto-administre, mais bien entendu les Qataris, ils ont leur système d'alarme. Elles se sont déclenchées plusieurs fois, ce qui les a amenés à informer l'AMSAT-DL pour leur dire voilà, essayez de calmer un peu, passer QRP, enfin pas l'AMSAT-DL, mais de faire passer le message auprès des radioamateurs, parce que le plus gros risque aujourd'hui qu'on puisse avoir vis-à-vis du satellite, c'est qu'il soit coupé pendant une période plus ou moins longue pour avoir en fait, pour que les Qataris nous montrent que s'ils veulent, ils peuvent nous couper du jour au lendemain le satellite, quoi. Et une nouvelle fois, c'est un peu le changement de paradigme de ce satellite, c'est que c'est vrai que nous, radioamateurs, on a toujours été habitués à optimiser nos antennes, optimiser le gain, optimiser la puissance et d'avoir les signaux qui soient les plus QRO. Sur Oscar 100, c'est totalement l'inverse. Et le plus drôle pour moi même dans le jeu de l'expérimentation sur Oscar 100, c'est d'essayer de transmettre sur Oscar 100 avec une parabole la plus petite possible, avec la puissance la plus QRP possible. C'est là que se trouve l'enjeu, parce que balancer des watts en 2 giga 4, bah, c'est devenu beaucoup plus simple que ça pouvait l'être à l'époque. Certains d'entre nous avaient déjà développé des systèmes ou ont déjà des systèmes d'émission de giga 4 avec beaucoup de puissance, mais une nouvelle fois, sur la partie du transpondeur étroit, la problématique est plutôt rigoureusement l'inverse de ce qu'on avait l'habitude. On a vu les premiers éléments sur la partie réception. Je vais passer rapidement sur la partie émission et qui sera suivie par la présentation de Christian beaucoup plus étoffée à ce sujet. Juste pour vous montrer les différentes approches qui sont là aussi possibles avec Oscar 100 en matière d'émission. De la même manière qu'en réception, on peut fonctionner de manière traditionnelle avec un récepteur radio traditionnel et on peut aussi, pour ceux qui aiment l'outil informatique et l'utiliser, passer en mode SDR. Sur la partie émission, c'est pareil. Et c'est ça que je trouve assez génial aussi sur ce satellite, c'est que les deux approches sont totalement différentes et rigoureusement complémentaires. C'est-à-dire que soit vous êtes un féru de SDR, eh bien Oscar 100 vous donne la possibilité, pour une des premières fois quasiment, de tester l'émission avec du matériel SDR. On a plutôt travaillé les aspects liés à la réception. Basiquement, partie émission avec SDR, vous avez un Adalme Pluto qui coûte, chez nous en tout cas, dans les 200 €, il est un petit peu moins cher ailleurs. Vous avez un ampli driver ici, parce que l'Adalme Pluto sort très peu de puissance, et cet ampli driver nous permet d'avoir 100 milliwatts en sortie, et ensuite on va aller alimenter un ampli Wi-Fi du marché. Alors, sachez qu'ici on est filtré, c'est-à-dire qu'ici on a l'ampli 2 giga 4 et qui est filtré pour en fait supprimer les fréquences harmoniques, puisque en tant que radioamateur,
on se doit d'avoir la maîtrise de notre signal. Je me rends compte à la lecture de la slide que j'ai pas rajouté le filtre passe-bas de Giga 4 qu'il faudrait rajouter également après l'ampli, là aussi pour préserver et avoir un signal le plus propre possible. On est sur des fréquences un petit Enfin, donc on n'est pas les seuls utilisateurs, hein. On est sur de 2 Giga 4, il y a des utilisateurs Wi-Fi à côté, et puis c'est important de préserver, ça fait partie de nos prérogatives, de préserver la qualité de nos signaux et notamment les harmoniques. Autre approche par le copain Thierry F4GG, cette fois on est sur une approche radio tout à fait traditionnelle. On a ici un transverteur, donc c'est un transverteur 28 mégas, 144, 430 et 1 giga 2. Il sort 100 milliwatts, enfin entre 80 et 100 milliwatts en sortie. On retrouve ici notre ampli Wi-Fi. Tout ça est mis dans un boîtier et le boîtier est mis le plus près possible, hein, de l'antenne de la parabole pour limiter les pertes de puissance qu'on peut avoir sur 2 Go 4. Donc là, un boîtier étanche, et puis après, on rentre avec son transceiver traditionnel. Je vous dis 28, 144, 430, 1 giga 2. Bien sûr, il est plutôt recommandé de monter avec la fréquence plus haute. C'est-à-dire que c'est mieux de monter en 430 et encore mieux de monter en 1 giga 2. C'est aussi là où le transverteur a un meilleur rendement. Et là aussi, imaginez quand on rentre en 28 mégas, avec le coefficient multiplicateur, le nombre d'harmoniques qu'on est en train de créer entre le 28 pour pouvoir être QRV en 2 Giga 4. Donc effectivement, la recommandation est plutôt voilà, 432 ou éventuellement 1 Giga 2. En termes d'antenne, une des antennes qui offre le meilleur compromis en termes de performance et pour faire à la fois l'émission et la réception, c'est la fameuse antenne qu'on appelle POTI. POTI pour Patch of the Year. Donc c'est une antenne bi-band qui permet à la fois de faire la réception 10 gigas. Alors pas seul, hein, pour faire la réception du 10 gigas, on réutilise la tête LNB pour avoir la conversion du 10 gigas directement ici en 739. Et ensuite vous avez la montée en 2 giga 4 qui vous permet d'aller attaquer le satellite. Une recommandation, vous voyez ici le bras de déport de la tête LNB. Donc normalement ici cette tête LNB, on a ici là c'est la zone de fixation. Normalement cet endroit, la tête LNB, elle est ici. C'est-à-dire qu'on va retrouver là l'émission ici, enfin la source, on va la retrouver à cet endroit. Ce qui est important, comme on le voit là sur cette photo, une fois que vous avez mis l'antenne POTI dans la tête LNB, ne surtout pas remettre la fixation à cet endroit, parce que l'antenne, l'éclairage de la parabole, l'illumination de la parabole est calculé à cet endroit-là. Donc il faut bien s'assurer de remettre l'antenne POTI à peu près au même niveau que se trouvait la tête LNB, la tête LNB précédemment. Sinon ça va fausser un peu tout les performances. Pour terminer sur quelques recommandations sur le trafic, donc comme on l'a vu tout à l'heure, ne pas dépasser la balise haute, la balise basse et la balise haute, sachant qu'on a quand même encore un petit peu de... Il y a des marges de sécurité qui ont été prises, hein, du côté de l'AMSAT DL. Et l'AMSAT DL avait fait une proposition pour éventuellement, si on voulait faire des essais dans le cadre de communication d'urgence, éventuellement de les faire en dehors des balises. Mais la recommandation est celle-ci, on ne trafique pas proche des balises. Je vous ai mis là le lien aussi pour ceux qui sont intéressés. C'est le logiciel qui était utilisé sur le satellite Oscar 40 pour décoder la balise PBSK. Les recommandations qu'on est amené à faire assez régulièrement, comme je vous en parlais tout à l'heure, utiliser le minimum de puissance possible. Le but, je pense, vraiment sur Oscar 100, c'est de trafiquer, c'est de développer le QRP. Là aussi, avec le mode FT8, je suis intimement convaincu qu'on pourrait réussir à descendre vraiment bas en termes de puissance. Question, je ne sais pas si tu as entendu parler d'expérimentation, parce qu'il y en a qui se sont amusés à descendre et à dire, bah tiens, moi je suis monté avec du 50 milli ou des choses comme ça. Mais pour des signaux comme ça, on peut largement être même en dessous, suivant bien sûr la parabole aussi. Hein. Oui,
tout Mais, à fait. mais il y a des expérimentations à quelques dizaines de millis. J'ai fait des expérimentations pour m'entendre en SSB avec quelques dizaines de millis. C'est dingue. Ça suffit. Ah, évidemment, c'est un peu écoutant de l'oreille, mais avec des filtres numériques, des, euh, voilà, des méthodes numériques de filtrage, on arrive à décoller. Quelques sauts comme ça. C'est une suggestion que enfin, je connais personne à l'AMSATDL, mais c'est une suggestion que j'aimerais leur faire. On a l'habitude, tu sais, d'organiser des contests et tout ça. Je pense que ça serait bien de faire un contest QRP, quoi. Ouais, Mais QRP sur deux aspects, c'est-à-dire QRP taille de parabole et QRP bon niveau puissance. Et celui qui gagne, bah, c'est le plus petit, c'est pas le plus gros. pourquoi pas. Donc ne pas dépasser le niveau des systèmes d'alerte. Alors l'AMSAT-DL a parfaitement conscience des dérives qu'il y a actuellement. Il y a un deuxième système, mais j'ai pas du tout trouvé d'information. Il y a un deuxième système qui serait en préparation qui s'appelle Layla 2, mais très peu, il est très très peu documenté et ça serait un système qui se voudrait de corriger en fait sous forme enfin, de fonction AGC, de corriger en fait automatiquement le niveau de signal sur le satellite quand il est détecté trop fort. Euh, Là aussi, je crois que c'est des choses qu'ils avaient anticipées au départ, mais ils n'imaginaient pas que les dérives allaient être si vite et si fortes. Mais il y a un Layla 2 dans les cartons et qu'on attend. Je n'ai pas parlé de cet aspect, mais juste pour le préciser, parce qu'il y a eu parfois des confusions. La polarisation montante du satellite, elle est en RHCP. Et pourtant, on recommande de mettre des antennes, notamment montées sur les paraboles, en LHCP. Donc RHCP, on est en polarisation circulaire droite, et LHCP, on est en polarisation circulaire gauche. La raison de ces deux différences, bah, c'est que quand on pointe vers la parabole, on inverse le signal. Donc c'est pour ça qu'il faut bien monter de cette manière. Tester, ça c'est un élément extrêmement important, tester et régler d'abord sa station sur charge fictive. Oscar 100 n'est pas un appareil de mesure. Ou sinon, ça fait un appareil de mesure très cher, quoi. Et qu'on n'aurait pas les moyens de se payer les uns les autres. Mais malheureusement, c'est vrai qu'on le voit beaucoup sur le waterfall des récepteurs SDR, bah, que nos collègues, ils pompent, hein, comme on dit, vulgairement, et puis ils voient le signal, ils voient ce que ça donne, et puis ils s'écoutent en direct sur le web SDR, et puis ils font leurs réglages et machin. Bon, c'est pas ce qu'on nous a appris normalement quand on était jeune radioamateur à faire nos réglages. Donc voilà, Oscar 100 n'est pas un appareil de mesure, testé sur charge effective. C'est ce que je disais là. Et puis on en parlait tout à l'heure. Ce qui serait éventuellement intéressant à développer parce que c'est le gros point faible, enfin le point le plus délicat pour Oscar 100, de mon point de vue, c'est le point lié à la mesure. La réception, honnêtement, c'est pas un problème. L'émission, c'est pas vraiment un problème. Les réglages à faire, il n'y a rien de bien compliqué. Ce qui est très compliqué, c'est de savoir quel est le SWR de mon antenne, quelle est la puissance de sortie de mon installation, parce que bah, on n'est pas tous équipés en 2 Go 4. Donc là, tout le monde cherche des bouchons Bird 2 Go 4 pour convertir son Bird pour faire de la mesure en 2 Go 4. C'est très difficile à trouver, c'est assez rare. Et l'idée, bah, ça serait effectivement d'identifier quels sont les radioclubs en France qui sont équipés d'appareils de mesure et de pouvoir orienter les OM en fonction de leur région vers les radioclubs. Accessoirement, ça peut ramener un petit peu de monde ou refaire venir des OM dans les radioclubs. Peut-être pas de manière fidèle et sur la durée, mais peut-être les inciter voilà, à remettre les pieds au radioclub parce que les radioclubs restent un élément extrêmement central du développement, de la formation et de la culture radio-amateur. Mais c'est ça le gros souci. Euh, je suis QRV en réception, je suis toujours pas QRV en émission parce que je n'ai pas les appareils de mesure et je me refuse à monter mon ampli Wi-Fi. Alors j'ai tout le matériel, hein, c'est pas de problème de ce côté-là, mais je me refuse à tout monter, assembler et pomper, enfin voilà, et trafiquer sans savoir absolument ce que je fais, si mon signal il est propre, quelles sont les harmoniques sur les côtés, enfin quelle est la puissance, etc. Donc c'est quand même pour moi l'élément essentiel. Dernier élément, et j'en termine là, euh, on a un niveau extrêmement élevé
en termes de compétences en France dans le domaine des hyper. Et ça date pas d'aujourd'hui. C'est une vraie fierté qu'on peut avoir au niveau national et même en termes de développement sur le mini tuner, c'est une création française. Par contre, là où on est un peu moins bon nous-mêmes, c'est pour s'entraider et s'aider les uns les autres. C'est-à-dire que si on entend une émission qui n'est pas bonne, qui est mal réglée, etc., eh bien, le mieux, c'est effectivement de contacter l'OM, essayer de lui donner des conseils, essayer de le guider. Alors après, certains sont prêts à accepter la critique, d'autres non, ça c'est un autre débat, mais il y a un comportement qui, moi personnellement, me choque un peu, qu'on appelle le name and shame à l'international, c'est-à-dire que là, de plus en plus d'OM s'amusent, alors les sachants, hein, forcément ceux qui sont très bons dans le domaine, prennent des captures d'écran, mettent l'indicatif quand ils voient qu'une émission est mauvaise, mettent l'indicatif sur la capture d'écran et pour faire le buzz, enfin leur propre buzz, mettre ça sur Facebook, sur Twitter pour dire regardez, un tel vous avez vu le signal, regardez celui-là, je l'ai lu un peu de vrai sur Twitter, regardez celui-là comment il est nul, en mathématiques il est même pas capable de faire ses réglages correctement, etc. Ben, la base du radioamateurisme c'est ça en fait quoi. C'est plutôt de nous entraider les uns les autres plutôt que de nommer les indicatifs, de les jeter en peinture et dire regardez un tel est mauvais, un tel est mauvais, un tel est mauvais. Si on en arrive là, c'est qu'il y a quelque chose qu'on a raté au départ, dans la transmission du savoir et dans le partage. Et pour le coup, Oscar San est un territoire extraordinaire pour l'expérimentation et puis pour nous entraider les uns les autres sur ce domaine qui pouvait nous impressionner un petit peu au départ, qui est le domaine des hyperfréquences et qui finalement aujourd'hui devient accessible au plus grand nombre. Voilà, j'en termine là. Et je vous en prie.